Wonder Man est sorti le 28 janvier dernier sur Disney+, et en intégralité. Avec cette sortie, Marvel ouvre son année 2026 avec un projet solide estampillé Marvel Spotlight, un label Marvel Télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo où je vais vous parler de mon avis sur la série Wonder Man. En plus de mon avis, je vais vous apporter quelques éléments d'analyse et surtout une comparaison avec le comics. Attente, déception et surprise, plongeons ensemble dans mon ressenti sur la série. Wonder Man, c'est 8 épisodes de 30 à 35 minutes, soit un équivalent d'environ 4h, 4h30 de visionnage. Personnellement, j'ai tout enchaîné en une soirée pour rester dans l'ambiance. Pour donner un avis global, et dans un premier temps sans spoiler, je vais commencer par vous dire que cette série a été une énorme surprise et dans le bon sens du terme. On a ici une série à l'esthétique travaillée avec une vraie proposition au niveau scénaristique et surtout au niveau de la construction épisode par épisode. La mise en scène, le montage et le traitement visuel sont vraiment des points positifs. Le showrunner, Destin Daniel Cretton, a ici décidé de prendre cette série pour en faire une déclaration d'amour au cinéma qu'il aime tant. En effet, on a une série qui propose des plans séquences, un épisode entier en noir et blanc, une ambiance buddy movie, ou ici du coup buddy show, à savoir ce type de film ou série, surtout ancré dans les années, on va dire 80-90, où c'était deux potes qui vivaient une aventure. Ici donc on a le personnage de Wonder Man, Simon Williams, et le personnage de Trevor, qui sont potes, et on suit un peu leur amitié en parallèle de l'histoire. C'est un petit peu le fil rouge. On a également de l'action, bien que subtil, on y reviendra. Et puis, ce qui est très important pour Wonder Man, un suivi assez psychologique et introspectif. On pourrait presque dire que la série est une série d'anthologie, tant elle est techniquement différente d'un épisode à l'autre. Bien qu'il y ait un fil rouge, on a quand même des éléments techniques et de mise en scène qui sont très différents. Donc oui, on pourrait parler d'anthologie technique. Au niveau du casting, il fonctionne vraiment très bien, surtout le duo principal, entre Yahya Abdul-Mateen II et Ben Kingsley. Cela permet énormément de développer ce côté émotionnel, car oui, même si c'est une série de super-héros, c'est une série un petit peu slice of life. Mais encore une fois, ça on y reviendra, et plus en détail dans la partie spoiler. Côté scénario, la série se regarde très bien. Les épisodes passent très vite, on rigole, on est ému, et troisièmement, ce qui est très intéressant, c'est de voir le côté psychologique de comment Simon Williams va devenir Wonder Man. Et en parlant de cela, ça se joue sur deux tableaux. Car oui, Wonder Man est un héros réel, Simon Williams, dans l'univers Marvel, mais dans ce que nous propose la série, c'est aussi un rôle d'un super-héros fictif, mais bien inclus à l'univers Marvel, qui a été inventé dans un film des années 70-80. Donc on suit Simon Williams qui à la fois devient Wonder Man, le super-héros réel, mais va auditionner et s'entraîner pour le rôle dans un remake encore une fois, du personnage de Wonder Man. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais si vous avez vu la série, vous savez. Chaque événement, chaque partie du script qu'il va étudier pour travailler son rôle, va donc faire un clin d'œil à un événement qui se passe dans la vraie vie. Quand on a tel personnage qui va le trahir, ça va se passer dans la vraie vie. On y revient un petit peu dans la partie spoiler. Aussi, quand dans le script qu'il lit et qu'il travaille, il va avoir des bonnes nouvelles, ça va se répercuter dans la vraie vie. Donc on a vraiment ce développement psychologique à deux niveaux. Et on en a parlé un petit peu dans la vidéo que vous devez avoir vue avant d'avoir vu Wonder Man, ma dernière vidéo, qui parle des origines de Wonder Man. On sait qu'il y a ce développement à la fois personnel et célébrité. Donc ça, ils l'ont gardé et c'est très bien. Au niveau de ce qu'ils ont gardé ou pas, on y reviendra un peu plus tard. Je l'ai dit en introduction, cette série est estampillée Marvel Spotlight. Qu'est-ce que Marvel Spotlight? Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un nouveau label de Marvel qui va viser à se concentrer sur un personnage en l'isolant un petit peu du Marvel Cinematic Universe, et donc pouvoir regarder le projet sans avoir tout en tête. Le premier programme Marvel Spotlight était Echo, où là oui on avait le Caïd qui arrivait, on avait quelques références à ce qui s'était passé dans la première saison de Hawkeye, mais globalement sans avoir vu ça on pouvait très bien comprendre l'histoire de Echo. Là c'est pareil, mis à part les références au mandarin, les références à ce qui s'est passé, globalement si on n'a pas vu tout le MCU, on peut suivre. Pas besoin d'avoir fait ses devoirs, pas besoin d'avoir en tête et de connaître par cœur les 62 autres programmes du MCU, ce qui peut, quand on n'est pas hyper fan, sembler très lourd. Et non, vous pouvez aller regarder Wonder Man sans problème, vous comprendrez toute l'intrigue. Le MCU reste présent, attention pour les fans, on aime bien, mais sous forme de petites références subtiles qui n'ont pas d'impact énorme sur le scénario. Ce qui m'a plu dans ce Marvel Spotlight, c'est que même dans la recette, dans le scénario, dans l'articulation des épisodes, on a quelque chose de très différent de ce que Marvel propose habituellement. Et ça, encore une fois,
on y reviendra dans la partie spoiler, car c'est dur de l'expliquer sans spoiler. Petit aparté, mais cette série, cette immersion dans Hollywood m'a beaucoup fait penser à l'excellente série de studio réalisée par Seth Rogen et qui est sortie sur Apple TV+. Allez la voir, elle est vraiment cool, et c'est pareil, sauf que là c'est un peu plus comique, mais c'est une comédie qui s'insère dans la vie d'Hollywood et on suit le directeur d'un studio. Et franchement, elle est géniale, allez la voir. Bon, je l'ai évoqué plusieurs fois, mais pour aller plus en détail dans mon avis et dans ce qu'est Wonder Man, il va falloir spoiler un petit peu. Donc attention, on va maintenant entrer dans la partie spoiler. À partir de maintenant, je considère que vous avez vu la série si vous continuez cette vidéo. C'est donc la dernière chance pour ceux qui ne veulent pas être spoilés de partir, mais attention pour mieux revenir plus tard. Au passage, si vous partez maintenant, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait super plaisir. Bon, c'est bon, ceux qui n'ont pas encore vu la série sont partis. Passons maintenant à la partie spoiler. Bon, vous avez vu les 8 épisodes, donc vous le savez, cette série est une relecture totale de Wonder Man. En effet, l'intrigue n'a absolument pas la même base que dans les comics, ou même certains jeux Lego où Wonder Man apparaît. On a donc des origines différentes, un personnage différent, et donc une intrigue totalement différente finalement. Malheureusement donc, pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo pour entre guillemets préparer le visionnage de Wonder Man, la vidéo qui est Wonder Man, et les infos que j'ai dit dedans sont exactes niveau comics, mais ne sont pas totalement exactes dans la série, et ce qu'on avait théorisé du coup n'a pas pu arriver à cause de ces gros changements. Voyons donc ces différences majeures mises en place par Destin Daniel Cretton. Bon, du coup, tout d'abord, on a des origines très différentes. Contrairement aux comics, Simon n'est pas un héritier d'une famille riche et fait fortune dans la tech. On a donc, et c'est normal, aucune référence à Williams Innovation. Dans cette version, seul son père est décédé. Sa famille est donc composée de Simon, sa mère, mais aussi son frère. Un frère assez dur, qui lui met la pression, mais par amour, il veut qu'il réussisse. Ce frère, les lecteurs des comics le connaissent sous le nom de Le Moissonneur, un super méchant emblématique, rival parfois de Simon Williams de Wonder Man, mais qui, dans la série, ne s'est pas encore dévoilé. En effet, oui, il est dur, mais je pense qu'il aime profondément son frère et il n'a pas encore dévoilé ce visage de super méchant. On verra par la suite. Dans la série donc, son père est décédé, jusqu'ici c'est comme dans le comics, sauf que ce n'est pas un technocrate. Ici c'est une personne bienveillante, gentille et surtout fan de cinéma. Ce qui montre donc que Marvel avec cette série veut explorer plus le côté Hollywood cinéma de Wonder Man. Donc si on résume, la famille est modeste et possède donc un cercle communautaire avec les voisins, les tantes, les oncles. Donc on a vraiment un côté familial qu'il n'y avait pas dans le comics, donc étant donné que la famille est décédée dans le comics. La quête de reconnaissance via le cinéma était quelque chose qu'on avait théorisé dans la précédente vidéo, mais je ne pensais pas que ça changerait à 80-90% l'intrigue de la série. Je pensais pas qu'il y aurait autant de différences. Simon reste un personnage perdu, solitaire, en quête d'une place dans ce monde, mais ici le cinéma est un objectif et pas une solution miracle, comme on a pu avoir dans le comics. Autre énorme différence, et là c'est une énorme surprise s'agissant d'une production Marvel qu'on pourrait à la base assimiler comme une origin story, on n'a aucune vraie explication sur les pouvoirs de Wonder Man. J'étais hyper surpris. On les connaît, les 4 Fantastiques, on les connaît Spider-Man, les X-Men, on a toujours ce film qui introduit un héros dans le MCU, en tout cas à l'image, parce qu'on n'avait pas de série live-action ou de film live-action de Wonder Man, et d'habitude avec ces projets-là, on a l'origin story qui nous dit comment il a eu ses pouvoirs, si c'est de naissance, suite à une expérience. Je parlais de Spider-Man, on en a pléthore, on a vraiment des sagas qui s'enchaînent où à chaque fois on a la création, l'araignée qui pique Peter Parker. Là non, ça nous laisse totalement en flou, et du 1er au 8e épisode, on n'a aucune idée de comment il a eu ses pouvoirs. On sait que c'est durant sa jeunesse, son adolescence, mais on ne sait pas, peut-être qu'il est né avec. On n'a pas ces informations. C'est surprenant, mais en même temps ce flou est un petit peu addictif. Tout le long de la série, on se dit on va savoir, et à la fin de l'épisode 8, on se dit ils ne vont pas nous le révéler, on ne le saura que bien plus tard. On a donc ici, et c'est un petit peu une déception, pas de sérum ionique, et donc qui dit pas de sérum ionique, c'est pas de Zemo. J'avais beaucoup d'espoir d'entendre parler de Zemo dans cette série, étant donné son importance dans la création de Wonder Man dans les comics, mais non, pas de Zemo dans cette série. Ça m'a déçu, j'étais un petit peu déçu, j'avais des attentes là-dessus, et certes le côté on n'a pas les origines, c'est surprenant et ça fait plaisir, mais en même temps c'est frustrant parce que dans ce cas précis de Wonder Man, ça aurait pu être super intéressant. On a du coup pas d'Avengers, pour ce côté Marvel Spotlight, pas de référence au MCU, puis qui dit pas Zemo, dit pas d'ennemis en face, donc pas d'Avengers, ça reste dans une certaine logique. Et donc la série ne raconte pas l'origine de Wonder Man, vous l'avez compris, elle raconte l'origine de Simon Williams. C'est surprenant, mais franchement, je suis assez content. Et qui dit pas de réponse claire, dit possibilité de théoriser. Et là, pour le coup, la série nous donne des petites perches
à saisir pour essayer de faire des théories. Et ça, franchement, on adore. Je pense que vous êtes comme moi, si vous êtes fan de Marvel, on adore théoriser sur ce qui va se passer, inspecter le lore, voir les petits détails cachés, pour essayer de comprendre d'où viennent ses pouvoirs. Personnellement, j'ai 2 théories. Première théorie, où là pour le coup on n'a pas beaucoup d'infos concrètes, mais justement le fait de pas donner d'infos, est-ce que ce serait pas une info? Vous allez comprendre. Ma première théorie, c'est que Wonder Man serait un mutant. Et oui, car on sait qu'il a eu ses pouvoirs très jeune, peut-être enfant, qu'il est né avec. Est-ce que ce serait pas le gène de mutant qui lui a donné ses pouvoirs ioniques, ses pouvoirs liés à son corps, à ses émotions, donc c'est vraiment quelque chose de très personnel et très presque physique. On ne sait pas, mais c'est ma première théorie, et si c'est le cas, on sait que dans les prochaines années, l'une des prochaines grosses sagas de Marvel, ce sera la saga des mutants, avec le retour des X-Men, le développement un petit peu plus proche des séries X-Men 97 et 98, et là pour le coup ça pourrait être quelque chose d'intéressant qu'après Doomsday et Secret Wars, qui on sait va quelque peu reboot le MCU, mais ça on en parlera plus tard, et ils puissent arriver dans cette nouvelle phase comme un héros qu'on connaît, auquel on puisse se rattacher dans le camp des mutants, même si c'est pas l'origine dans les comics, ça pourrait être intéressant. Deuxième théorie qui pour moi a plus de fondement étant donné les indices qu'on a dans les épisodes de Wonder Man, ce serait qu'il a acquis ses pouvoirs grâce à la Roxxon Corporation. Comme pour Dorman, le personnage principal de l'épisode en noir et blanc, qui est pour moi l'un des meilleurs de la série, on pourrait avoir les expériences de Roxxon qui auraient traîné quelque part et l'enfant Wonder Man ou l'adolescent, encore une fois on sait qu'il a eu ses pouvoirs soit dans son enfance soit dans son adolescence, serait rentré volontairement ou non en contact avec une substance, peut-être le sérum ionique, qui lui aurait donné ses pouvoirs. On le voit avec ce liquide qui coule de la poubelle au moment de l'épisode où Dorman gagne ses pouvoirs. Roxxon est là et ils produisent des choses. Dans ce cas, si Roxxon devient canon au MCU, et on l'a déjà aperçu mais j'y reviens juste après, est-ce que la série Cloak and Dagger, une des dernières séries Marvel qui n'a pas forcément de lien avec le MCU, il y a encore des séries qui sont pas officiellement canon comme Agent of S.H.I.E.L.D. qui suit vraiment le MCU mais qui n'est pas vraiment canon, ou encore Captain Carter qui se passe avant et qui pourrait être canon mais on n'a jamais eu la confirmation, peut-être qu'à l'image de Daredevil et des séries Netflix, on pourrait avoir un élément qui rend canon Cloak and Dagger et donc toutes les expériences de Roxxon dans un plus large éventail. À ce moment-là, Tony Stark étant décédé, est-ce qu'on n'aurait pas la nouvelle grande entreprise qui pourrait être centrale dans les prochains moments du MCU, où on aurait une Roxxon Corporation qui serait omniprésente et qui pourrait armer les super méchants, faire des expériences? Ça pourrait être intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas Roxxon, je vais faire un petit aparté. Qu'est-ce que Roxxon? Roxxon est une corporation, une compagnie énergétique et industrielle, souvent dépeinte comme corrompue, criminelle et très portée sur le profit, quitte à mettre la morale de côté. Exploitation irresponsable, expérience dangereuse, manipulation politique. Dans les comics, elle est derrière des arcs majeurs, comme la Serpent Crown Saga. On le sait, dans une première version de Captain America Brave New World, ça nous parlait de la Serpent Society, donc il pourrait y avoir des liens et des indices qu'on nous distille un petit peu par-ci par-là pour nous dire que Roxxon va arriver sur le devant de la scène très bientôt. Dans les comics, on sait que cette corporation a eu beaucoup de combats, beaucoup de conflits avec des héros comme Captain America, Iron Man, les Avengers, le Shield, qu'ils emploient des agents et des nouvelles technologies très importantes comme le projet Deathlock, ou encore la cybertech. À l'écran, souvenez-vous, Roxxon apparaît un petit peu dans la MCU, distillé par-ci par-là. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que Roxxon apparaît dans les 3 films Iron Man. Alors ce n'est pas des grosses apparitions, mais le logo apparaît sur des caisses de matériel, sur du matériel directement, et sur beaucoup d'arrière-plans à certains moments. Dans Iron Man 2, on voit que Roxxon est sponsor de la course automobile présente dans le film. Dans Iron Man 3, c'est sur le pétrolier qu'on voit les références à Roxxon. De plus, on a des références dans les séries non canon, avec notamment Agent of S.H.I.E.L.D., où on voit le projet Deathlock, mais aussi Agent Carter, ce qui montre que l'entreprise existe depuis très longtemps, mais ça encore une fois c'est pas canon, mais dans les séries canon ça apparaît également, par exemple dans Daredevil, dans Cloak and Dagger, série qui n'est pas encore canon mais quand on suit le raisonnement que j'ai eu tout à l'heure, ça pourrait le devenir si Roxxon prend une place centrale. C'est d'ailleurs la corporation qui donne ses pouvoirs à Cloak and Dagger, et c'est d'à peu près la même façon que Dorman a ses pouvoirs, peut-être Wonder Man si on suit la théorie. On a également des références dans la série Loki, ce qui peut paraître plus surprenant, mais dans une des réalités explorées, on a Roxcart, qui est du coup une sous-filière de Roxxon. Et pour finir, on en entend parler dans She-Hulk et Echo. Echo qui est encore une fois un projet Marvel Spotlight. Donc, franchement, c'est distillé un peu partout dans les séries récentes, dans les séries qui touchent le street level, qui touchent la politique, comme dans She-Hulk.
Donc, pour moi, la théorie de Roxxon qui arrive et qui peut potentiellement donner les pouvoirs de Wonder Man, ça me paraît pas déconnant. Mais bon, encore une fois, nous verrons dans les prochains projets. Pour conclure sur les différences, effectivement, elles m'ont un peu surprise et décontenancée, mais au final, à froid, je me dis que c'est pas plus mal. Ça permet de faire table rase du passé de Wonder Man et créer quelque chose de nouveau, même si j'aime beaucoup le comics accurate, et bah au niveau de l'histoire, on en est très loin. Au niveau de la série, j'ai parlé de beaucoup de choses de positif, mais j'ai pas parlé de la frustration. En effet, en plus de pas avoir les mêmes origines, ma plus grosse frustration restera le manque, comment on pourrait dire ça, de super-héroïsme, de montrer la puissance, de montrer des scènes épiques. En effet, on en a 2 ou 3, et la scène finale, avec le sauvetage de Trevor de la prison du Damage Control, on y revient juste après. Mais du coup, on n'a pas eu ce truc super-héroïque. On aperçoit vaguement la super-force de Wonder Man, on aperçoit aussi ses champs de force ioniques. Le côté ionique a été confirmé par le Damage Control et leurs analyses, et on nous montre aussi la capacité de voler, encore une fois, dans cette sortie de prison de Trevor. Donc on a ce côté pouvoir, mais pas beaucoup. Ça m'a frustré, mais au vu de l'écriture qu'a choisi Destin Daniel Cretton, de choisir ce côté Simon Williams plus que Wonder Man, ça se comprend, mais c'est pas ce que j'ai préféré. Chose que j'ai un peu plus préférée, on en a parlé avec sa sortie de prison, c'est le personnage de Trevor. Déjà, Ben Kingsley est exceptionnel dans le rôle, il était déjà dans Iron Man 3 en mandarin, il était déjà dans Shang-Chi, on le découvrait un petit peu plus ce côté rigolo, mais ici, il reste le rigolo de service, mais avec un côté touchant. Quand on l'a connu dans Iron Man 3 et qu'on a découvert pourquoi il l'avait fait dans Shang-Chi, on s'est rendu compte que ce personnage, Trevor, était un opportuniste énorme. Le personnage est ambigu, mais en réalité, il va souvent préférer son intérêt personnel. Ici, bien qu'il soit encore rigolo et intéressé en début de saison, son développement va se faire et il va perdre cet égoïsme. Il va même s'ouvrir aux autres et se faire un ami qui n'en avait pas, Simon Williams. À la fin, il va même se sacrifier sa liberté pour lui, et prendre sur lui tous les événements catastrophiques où Wonder Man n'a pas su se contrôler, et il va faire croire que le mandarin est de retour, et il va perdre sa liberté à aller en prison pour Simon Williams. Et quand on connaît le personnage de Trevor Slattery, on sait que c'est pas sa nature, donc on a vraiment un développement psychologique en parallèle qui permet à la fois de développer son personnage, mais aussi Wonder Man. On voit que l'affaire du mandarin l'a profondément marqué, et a marqué Hollywood. Ça a été une masterclass d'acting, qui a été un peu trop loin, parce que c'est quand même des terroristes qui l'ont utilisé. Donc, on a ce lien avec la justice, qui permet au Damage Control de le contrôler, et dans un premier temps en faire un antagoniste, ça va pas durer. Mais on a également ce côté regret, ce côté marqué par les événements, et envie de redevenir un acteur, qui était sa passion principale, grâce à ce que sa mère lui a transmis. Et donc, c'est ce côté contrôlé par une agence gouvernementale qui va le faire rencontrer Simon, mais c'est Simon lui-même qui va le faire devenir une personne meilleure. On a beaucoup de points communs. Entre Simon et Trevor, on a ce côté acteur, on a ce côté un des parents qui leur ont donné sa passion, et malgré la différence d'âge, ce binôme marche énormément et développe le côté émotionnel à la perfection. Marvel transforme donc un mandarin dans Iron Man 3 pas ouf en personnage comique dans Shang-Chi, qui nous fait un petit peu rattraper la catastrophe que ça aurait pu être s'il avait gardé le mandarin, et il le fait évoluer encore une fois dans cette série en y ajoutant un côté émotionnel, et ça devient donc le cœur d'Hollywood. Avec Trevor donc, revient le Damage Control, et arrive l'antagoniste de la série, l'agent Cleary. Pour rappel, le Damage Control est une organisation gouvernementale chargée de contrôler et enfermer en cas de problème les méta-humains, les humains augmentés chez Marvel. Il s'insinue progressivement, d'abord apparaissant dans Spider-Man, No Way Home. Il est revenu également plus précisément le personnage comme le Damage Control dans la série Miss Marvel, où là on a commencé à sentir que ça rigolait pas. Et dans toutes ces séries et Wonder Man, on découvre également la prison du Damage Control, qu'on avait vu que de l'extérieur dans les autres séries, mais dans Wonder Man on voit l'intérieur, et on voit quand même, ça rigole pas, c'est comme une prison de haute sécurité, pas au niveau du raft, mais ça tend à le devenir. Sur le personnage de l'agent Cleary, on voit qu'il est ambitieux, manipulateur et clairement à surveiller, tout comme l'organisation qu'il représente dans les prochains projets. Et on le reverra sans doute très très vite, lui comme son organisation, dans Spider-Man Brand New Day qui sort bientôt, on y revient juste après. Avant de terminer sur une conclusion sur le personnage de Wonder Man et sur la série en général, parlons des éléments un petit peu drôles, les références au Big Boss, au Big Patron des studios, Disney. Première référence, peut-être la plus dure à capter si vous n'êtes pas des aficionados de l'univers Disney en général, ou en tout cas les sous-filières de Disney, ça se passe
dans la scène où l'agent Cleary et Trevor regardent une bande démo de Simon Williams. Dans cette bande démo, on voit l'acteur qui chante, qui rappe, face caméra avec une légère chorégraphie. Donc ça pourrait sembler être juste une scène comique, mais c'est plus que ça. En effet, c'est une référence directe au film Disney Channel Zombies. Ce qui est drôle, c'est que le personnage pour lequel Simon auditionne dans le film Zombies s'appelle également Simon. Donc c'est un énorme clin d'œil à la fois à Disney Channel et à cette proximité que peuvent avoir les deux personnages. Ça aurait été très drôle d'avoir Yahya Abdul-Mateen II dans ce rôle. Deuxième référence qui est assez étendue à l'univers de Disney, et là on est vraiment dans le côté film d'animation Disney, c'est la présence de Josh Gad dans la série. Il joue son propre rôle et intervient dans l'épisode centré sur Dorman. Dans cet épisode, il arrive en boîte et il anime une soirée où il va chanter et rapper sur une mélodie que certains auront peut-être reconnue, In Summer, ou En été en VF, qui est la chanson emblématique du personnage de Olaf dans La Reine des Neiges. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Josh Gad qui est le comédien de doublage qui double Olaf en VO. Référence très astucieuse, au côté Hollywood, il joue son propre rôle, il est acteur, et en plus il fait une référence à Disney, c'est génial. Mais ce n'est pas la seule référence et la seule relation que Josh Gad a avec Disney. Lors d'une interview pour la réussite de son premier film dans la série, le présentateur va lui dire que le fou est devenu Gaston, ou quelque chose comme ça. C'est une référence directe à son rôle dans le live-action Disney, La Belle et la Bête. En effet, il joue le personnage de Le Fou, qui est l'acolyte de Gaston. Ils sont les deux antagonistes du film. Encore une référence très astucieuse, autant faire d'une pierre deux coups quand on a un acteur qui a fait deux projets Disney et qu'on veut faire des références à Disney. Wonder Man joue donc à fond sur le côté Hollywood en incorporant des références à cet univers et surtout à Disney, qui on le sait, possède Marvel, a racheté le studio depuis 2009. Bon, terminons sur une conclusion sur le personnage de Simon Williams. On termine la saison avec un Simon qui n'est plus du tout le même qu'en début de saison. En début de saison, il était stressé, il ne voyait pas d'avenir, sa copine l'avait quitté, il était très seul et il ne savait pas où il allait aller. En fin de saison, il s'est trouvé un ami qu'il va même aller sauver en prison, il a trouvé le rôle de sa vie, Wonder Man, dans la fiction. Il devient Wonder Man en ayant le geste héroïque d'aller sauver son ami. On a également le costume, comics accurate à la fois pour le film et que je pense qu'il va reprendre dans la réalité. Et donc, oui, à la fin de cette saison, même si on ne sait pas ses origines et comment il a obtenu ses pouvoirs, Simon Williams est Wonder Man. J'ai un peu cette même sensation qu'on a eue dans Thunderbolts avec Sentry. On a le personnage, il nous montre un petit peu de son potentiel, mais on ne l'a pas vu au max. Ça nous donne envie d'en découvrir plus, mais c'est extrêmement frustrant. Et peut-être que Marvel se le garde sous le coude pour plus tard, étant donné les échelles de puissance. Sentry est surpuissant, est-ce que le MCU est prêt à ça? Wonder Man est également surpuissant, est-ce que le MCU dans sa transformation est prêt à ça? On ne sait pas encore, mais on le découvrira sans doute très vite. Avec les projets des prochaines années, on peut espérer en apprendre davantage, notamment avec des projets qui peuvent avoir un lien avec le street level, ou en tout cas avec Wonder Man et son origine dans les comics. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez encore aller la voir. Wonder Man a des liens précis avec Vision, étant donné que dans les comics, Vision a été créé à partir d'atomes ioniques de Wonder Man. Dans la série WandaVision, on sait que Vision Blanc, White Vision, a été créé à partir de quelque chose. Le cadavre de Vision, oui, mais qu'est-ce qui lui a donné vie? Qu'est-ce que le gouvernement a pu prendre? On peut imaginer que si Roxxon a pu travailler avec le gouvernement, encore une fois on part dans la théorie où c'est Roxxon qui a donné les pouvoirs de Wonder Man, pourquoi la corporation n'aurait pas pu travailler main dans la main avec le gouvernement pour créer White Vision, une sorte d'arme ultime pour que, par exemple, le damage control puisse se battre contre des humains augmentés, on peut imaginer ça. Et donc, si Roxxon a les analyses de Simon Williams, est-ce qu'il n'aurait pas pu transmettre tout son sang, en tout cas ses atomes ioniques, au gouvernement pour la construction de White Vision? Et donc, est-ce que dans Vision Quest, on n'apprendrait pas tout ça? On en saurait un petit peu plus sur les origines de Wonder Man, sur Roxxon qui apparaîtrait peut-être. Et donc, ça se trouve, ça va pas être ça du tout, hein, c'est le principe d'une théorie, mais on pourra en apprendre plus dans cette série qui devrait arriver, si je dis pas de bêtises, cette année, peut-être en fin d'année. Le fait de rester dans ce côté série, ce côté Disney+, bah il y aura peut-être une cohérence avec Wonder Man. Oui, il a commencé estampillé Spotlight, mais au bout d'un moment, il faut qu'il rentre dans le MCU. Donc, pourquoi pas. Autre projet, on pourra en apprendre un petit peu plus, Spider-Man Brand New Day.
Le film arrive très bientôt, en juillet prochain, et on sait qu'on verra le retour du Damage Control et sans doute de l'agent Cleary. Est-ce qu'à ce moment-là, étant donné le lien des méchants de Spider-Man avec Roxxon, on pourrait pas également avoir la Corporation qui arrive, on voit leur magouille, peut-être on voit des armes créées par Roxxon qui pourraient armer, je dis peut-être des bêtises, mais le Punisher, on sait qu'il est dans le film, est-ce qu'il pourrait pas armer d'autres personnages qu'on verrait dans ce film? En tout cas, on est dans le street level, donc tout est possible. On pourrait même, j'y crois pas beaucoup, mais avoir un clin d'œil à Wonder Man, une phrase ou peut-être une apparition de lui, ou une affiche, peut-être une affiche hollywoodienne du film fictionnel dans le MCU, Wonder Man. Après, dernière apparition qu'il pourrait faire, ce serait bien de le mettre, mais je pense pas que ce soit faisable, c'est dans Doomsday. En effet, on sait que ça va être un énorme crossover avec tous les personnages qu'on connaît. Est-ce que du coup, dans ce crossover, on pourrait pas avoir soit Wonder Man, soit peut-être des références à Roxxon qui pourraient soit aider en vue de la guerre finale, soit aider peut-être Fatalis, on sait pas trop. Encore une fois, il y a énormément de possibilités étant donné les énormes projets qui arrivent. Donc, mis à part ces 3 projets qui sont quand même les plus centraux, et je sais pas si on aura vraiment d'autres projets à venir d'ici là, je ne vois pas où Simon Williams et Trevor pourraient apparaître. La prochaine date à retenir est donc la sortie de Spider-Man Brand New Day, qui s'annonce pour le 29 juillet au cinéma. Une première bande-annonce devrait arriver très bientôt, et je suppose que ça pourrait arriver le 8 février prochain lors du Super Bowl. On sait que c'est une fenêtre énorme, et Marvel, à chaque fois, essaye d'avoir une présence. Que ce soit pour une bande-annonce, pour une annonce, mais en tout cas, ils y sont présents. Cette année, ils ont rien annoncé, peut-être pour nous faire la surprise, parce qu'on sait que le trailer de Spider-Man est prêt depuis quelques semaines déjà. En attendant, n'hésitez pas à me donner vos théories ou votre avis sur les théories que j'ai pu donner dans les commentaires. Roxxon, Mutant, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like sur cette vidéo pour donner de la force, ça fait super plaisir. Merci à tous, c'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.